Sératine se tenait dans la grande salle du conseil et sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Autour d'elle, les lumières de 1000 espèces emplissaient l'immense pièce. Au-dessus d'elle siégeait le grand arbitre, un être si ancien que nul ne se souvenait plus de son apparence originelle. Il vivait dans son armure mécanique depuis 3000 ans. La voix de l'arbitre résonna dans la salle. Le conseil a pris sa décision. Les Veillettes quitteront leur monde natal dans 30 cycles. C'est définitif. La peau de Sératine scintilla d'une pâle lueur bleue. Le bleu était synonyme de tristesse pour son peuple. Tout autour de la délégation Veillette, une douce lueur bleue apparut sur leurs bras, leurs visages, leurs cous. Leur chagrin était comme une seconde peau, car ils ne pouvaient le dissimuler. Les Veillettes avaient évolué pour exprimer leurs émotions par la lumière. Cela les rendait sincères. Cela les rendait aussi vulnérables. « Mais c'est notre foyer », dit Saratin d'une voix tremblante. « Nos ancêtres y vivent depuis 50 000 ans. Les forêts chantantes connaissent nos noms. Les cités de cristal conservent nos souvenirs. Il doit y avoir une autre solution. » Un membre du conseil, un Krell, laissa échapper un rire strident, comme des pierres qui s'entrechoquent. « Votre monde repose sur le plus important gisement d'Iridium 7 de ce secteur. Nous en avons besoin pour nos vaisseaux, nos stations, notre expansion. Vous avez 30 cycles pour évacuer. Soyez reconnaissants du délai que nous vous accordons. » Une autre voix s'éleva. Peut-être pourrait-il rester sur une petite partie de la planète. Une réservation? La main mécanique de l'arbitre fit un geste dédaigneux. L'exploitation minière rendra la planète entière inhabitable. Ils doivent partir. Cette réunion est terminée, aurait voulu hurler Sération. Elle voulait se battre, mais les Veillettes n'avaient jamais levé les armes contre qui que ce soit. C'étaient des empathiques. Ils ressentaient la douleur des autres comme si c'était la leur. La violence les rendait malades, alors elle baissa la tête et conduisit son peuple hors de la chambre. Derrière eux, elle entendit les membres du conseil discuter déjà du partage des ressources de leur monde. Les 30 cycles suivants s'écoulèrent comme un cauchemar. Les Veillettes emportèrent tout ce qu'ils purent. Ils firent leurs adieux aux forêts, qui vibraient au rythme de leurs pensées. Ils effleurèrent une dernière fois les flèches de cristal, les écoutant chanter leur chant d'adieu. Les enfants pleuraient, demandant pourquoi ils devaient partir, alors qu'ils n'avaient rien fait de mal. Les anciens baissèrent simplement leur lumière et gardèrent le silence. Sératane organisa l'évacuation. 50 000 Vaélites embarquèrent à bord de 6 vieux vaisseaux de transport. Le conseil les leur avait vendus à un prix 3 fois supérieur au prix normal. C'étaient de vieux vaisseaux, à peine aptes au voyage spatial, avec des systèmes défaillants et des équipements de survie obsolètes, mais c'était tout ce que les Vaélites pouvaient se permettre. La jeune Kirivan, âgée de seulement 8 cycles, tira sur la manche de Saratane, tandis qu'ils embarquaient sur le dernier navire. « Trouverons-nous un nouveau foyer ?» demanda-t-elle. Sa lumière pulsait d'un orange doux, couleur de l'inquiétude. Saratine s'agenouilla et caressa le visage de l'enfant. Elle força sa propre lumière à briller d'un vert tendre, couleur de l'espoir, même si elle ne ressentait que du désespoir. « Oui, mon petit, nous trouverons un endroit sûr. » C'était un mensonge. Saratane connaissait la vérité. Aucune espèce du conseil ne les accueillerait. Les Veillis avaient défié les ordres du conseil. Ils avaient protesté, intenté des actions en justice, imploré sa clémence. À présent, ils étaient considérés comme des fauteurs de troubles. Personne ne leur offrirait l'asile. Les vaisseaux appareillèrent le dernier jour. Saratine, postée à un hublot, regardait son monde natal se rétrécir derrière eux. Elle pouvait déjà apercevoir les immenses vaisseaux miniers se mettre en orbite. Dans un an, la forêt chantante ne serait plus que cendre. Les cités de cristal seraient réduites en poussière. Son monde ne serait plus qu'un rocher aride. Tout autour d'elle, les Veillettes éteignaient leur lumière. À bord du vaisseau, 50 000 êtres furent plongés dans le deuil. Les couloirs qui auraient dû rayonner de la lumière naturelle de son peuple devinrent sombres et froids. Ils voyagèrent jusqu'aux confins de l'espace connu.
là où aucune civilisation ne s'était aventurée. Saratine envoya des messages à chaque système traversé. Nous sommes des réfugiés en quête d'asile. Nous travaillerons. Nous contribuerons. Nous demandons seulement un endroit où vivre en paix. Personne n'a répondu. Au bout de 6 mois, les vaisseaux ont commencé à dysfonctionner. L'ingénieur Talran est venu à Saratine avec un rapport qu'elle ne voulait pas entendre. 3 vaisseaux perdent leur système de survie. Les synthétiseurs alimentaires de 2 vaisseaux sont complètement hors service. Nos réserves s'épuisent. Docteur, Mirasol apporta de pires nouvelles. Les enfants dépérissaient. Ils avaient tant besoin d'une alimentation adéquate, d'une lumière appropriée et de soins appropriés. Sans cela, leur éclat s'éteindrait complètement. Tu sais ce que cela signifie? Sérétine le savait. Une Vélith qui perdait sa lumière se perdait elle-même. Elle sombrait dans les ténèbres et ne se réveillait jamais. Elle avait vu cela arriver à des personnes très âgées et très malades. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver aux enfants. Elle prit la décision qui allait tout changer. Nous devons atterrir sur la planète habitable la plus proche. Nous n'avons pas le choix. Talrin vérifia ses instruments. Il y a une planète à portée. Elle est répertoriée dans notre base de données sous le nom de Kepler 412b. La notation indique qu'elle se trouve dans l'espace réservé aux humains. « Que sont les humains » demanda Saratan. Talrin haussa les épaules. Une jeune espèce originaire d'un monde nommé Terre. Ils ne voyagent dans l'espace que depuis quelques siècles. Ils ne font pas partie du Conseil. Sératine ressentit une lueur d'espoir. Peut-être ces humains pourraient-ils les aider là où le Conseil les avait abandonnés. Ou peut-être seraient-ils hostiles, territoriaux et violents, comme tant d'autres espèces spatiales. Elle n'avait d'autre choix que de le découvrir. Cap sur Kepler 442b, ordonna-t-elle. Que la lumière nous guide. Les vaisseaux mirent le cap sur leur dernier espoir. Derrière ceux, un vaisseau s'éteignit soudainement. Ses moteurs étaient hors service. Sératine assista, horrifiée, à la disparition de 4000 des siens dans le vide spatial. Ils lancèrent des signaux de détresse. Ils appelèrent à l'aide. Personne ne vint. Les Vélettes survivants s'entassèrent dans les autres vaisseaux, se serrant les uns contre les autres dans les couloirs et les soutes. Ils baissèrent leur lumière pour économiser l'énergie. Ils rationnèrent la nourriture pour la faire durer. Et ils volèrent vers un monde inconnu, priant pour que ses habitants aient une pitié d'eux. Saratan, debout sur le pont, murmurait « Pourvu qu'il y ait de la bonté, pourvu qu'il y ait de l'espoir. » La planète grossissait dans le hublot. Bientôt, il saurait s'il trouverait refuge ou s'il mourrait seul dans les ténèbres. Les vaisseaux tombèrent du ciel comme des étoiles mourantes. Saratine s'agrippa aux accoudoirs de son siège, tandis que le vaisseau tremblait et hurlait autour d'elle. Les moteurs étaient à bout de souffle. Il leur restait assez de puissance pour un atterrissage. Mais il serait brutal. « Prépare-toi à l'impact !» cria Talrin depuis le poste de pilotage. Le vaisseau s'écrasa violemment au sol. Le métal grinça. Les systèmes explosèrent. Les lumières s'éteignirent. Puis, enfin, le silence. Saratine se redressa. Elle avait mal partout, mais elle était vivante. Autour d'elle, d'autres Vaélites s'agitaient, leur lumière vacillant faiblement dans l'obscurité. Elle vit que certains restaient immobiles. « Ouvrez les portes », ordonna-t-elle. « Nous devons savoir où nous sommes. » Les portes de la soute sifflèrent et grincèrent. Enfin, les portes s'ouvrirent. Un air frais s'engouffra, chargé d'odeurs étranges. Sératine posa le pied sur la terre ferme pour la première fois depuis des mois et faillit tomber. Ses jambes avaient oublié comment marcher sur une planète. Elle regarda autour d'elle. Ils s'étaient écrasés au milieu d'un immense champ. Les récoltes sur lesquelles ils avaient atterri étaient piétinées et en flammes. Au loin, elle aperçut des bâtiments, des lumières.
Ce monde était habité. « Évacuez tout le monde !» ordonna-t-elle. « Vite! Nous ignorons si nous sommes les bienvenus ici. » Les Vélettes descendirent des vaisseaux en titubant. Ils offraient un spectacle pitoyable. Maigres, faibles, leurs lumières à peine visibles. Des enfants s'accrochaient insensés à leurs parents. Les vieillards peinaient à marcher. Beaucoup pleuraient, leurs larmes laissant des traînées lumineuses sur leurs visages. C'est alors que Saratine entendit les moteurs. Elle se retourna et vit des véhicules approcher à toute vitesse. C'étaient des machines rudimentaires et fonctionnelles, bien différentes des transports élégants des espèces du Conseil. Des silhouettes armées se tenaient de dessus, leurs armes pointées vers l'avant. « Derrière moi !» ordonna Saratine à son peuple. « Vous tous, derrière moi !» Elle poussa Kirivan et les autres enfants vers l'arrière du groupe. Puis, les mains levées, elle s'avança. Sa lumière, d'un bleu pâle pulsant, trahissait sa peur et sa tristesse. Elle ne pouvait les dissimuler. Les Vélettes n'étaient pas faits pour la tromperie. Le véhicule s'arrêta à 20 mètres. Des humains sortirent. Saratine les observa avec surprise. Ils paraissaient si fragiles. Aucune armure sur leur peau, aucune arme naturelle, juste une chair tendre et des yeux déterminés. Mais les armes qu'ils portaient étaient d'une robustesse à toute épreuve. Une femme s'avança. Elle portait un uniforme militaire orné de nombreux insignes. Ses cheveux étaient tirés en arrière et son regard était dur. Elle pointa son arme sur Saratine. « Identifiez-vous, » dit la femme. « Que faites-vous sur notre planète ?» L'appareil de traduction de Saratine peinait à saisir la langue, mais il fonctionnait suffisamment bien. « Nous sommes Valettes. Nous sommes des réfugiés. Nous ne voulons faire de mal à personne. S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. » La femme humaine ne baissa pas son arme. « Vous avez envahi nos terres agricoles. Vous avez détruit nos récoltes. Donnez-moi une seule raison de ne pas considérer cela comme une invasion. » Le désespoir submergea Saratine. Même ici, au terme de tout, il ne lui accorderait aucune pitié. Sa lumière s'éteignit presque complètement. Derrière elle, elle entendit Kirovan pleurer. Puis un autre humain prit la parole. Plus âgé, il portait des vêtements différents. Il s'approcha et regarda les Vélettes, les yeux écarquillés. La commandante Vasquez les observa attentivement. « Regardez-les vraiment. Ils meurent de faim. La moitié d'entre eux tiennent à peine debout. Ce n'est pas une invasion. » La commandante Vasquez plissa les yeux. « Alors, qu'est-ce que c'est, docteur Park ?» C'est exactement ce qu'elle a dit. « Ce sont des réfugiés. Ce sont des réfugiés, dit-elle. » À cet instant, Kirivan s'effondra. L'enfant tomba, perdant connaissance. Sa mère hurla et accourut vers elle. Le docteur, Park sans réfléchir, se précipita pour lui porter secours. « Attendez !» cria Vasquez, mais il l'ignora. Le docteur Park s'agenouilla près de l'enfant et sortit un scanner médical. Il analysa les données et leva les yeux vers Vasquez, le regard bouleversé. « Elle est en train de mourir. Malnutrition sévère, déshydratation, arrêt des fonctions vitales. Commandant, cet enfant est en train de mourir. » Vasquez fixa Kirivan. La fillette était si petite, si fragile. Elle n'avait plus aucune lueur d'espoir. Le commandant reconnut le visage de sa propre fille dans cet enfant. Elle revit tous les enfants qu'elle avait protégés, tous ceux pour qui elle s'était battue. Elle baissa son arme. « Faites venir les équipes médicales immédiatement, » ordonna-t-elle dans son communicateur. « Apportez de la nourriture, de l'eau, tout ce que nous avons, en avant. » Quelques minutes plus tard, d'autres humains arrivèrent. Ils apportèrent des provisions, des couvertures, du matériel médical. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule de Vélith, offrant leur aide sans hésiter. Saratine observait avec stupéfaction les humains envelopper des enfants transis de froid dans des couvertures et glisser des rations de nourriture dans des mains tremblantes. Un homme, un gaillard aux mains calleuses et au visage furieux, se fraya un chemin à travers la foule. « Ce sont mes champs que vous avez détruits, » dit-il à Saratine. 3 mois de labeur réduits à néant. Saratine baissa la tête.
je suis désolé. Nous n'avions nulle part où aller. » L'homme la fixa du regard. Puis il regarda Keeravan, toujours inconsciente dans les bras de sa mère. Il vit la terreur sur le visage de la mère. Il se souvint d'avoir tenu sa propre fille ainsi, des années auparavant, lorsque la maladie avait failli l'emporter. Sa colère s'apaisa. « Gardez vos excuses, dit-il doucement. Prenez soin de vos enfants. » Il s'éloigna et commença à mobiliser d'autres agriculteurs pour apporter davantage de provisions. Cette nuit-là, les Vaélites s'installèrent dans un campement provisoire dressé par les humains. Pour la première fois depuis des semaines, ils eurent de la nourriture. De la vraie nourriture, et non plus de la pâte recyclée provenant de machines défaillantes. Ils disposaient d'endroits chauds pour dormir et de soins médicaux. Le docteur Park travailla sur Keeravan pendant 3 heures. Finalement, la vie de l'enfant se ralluma. Faible, à peine une lueur, mais elle était là. Sa mère laissa couler des larmes de soulagement. Sarathine trouva le commandant Vasquez à la lisière du camp. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi nous aidez-vous » Vasquez resta silencieux un long moment. « Parce que vous aviez besoin d'aide, » finit-elle par dire. « Parce que ce sont des enfants et qu'ils ont faim. Ce n'est pas compliqué. Le Conseil galactique a refusé de nous aider. Ils nous ont exilés, ils ont pris notre monde. » Vasquez se tourna vers elle. « Nous ne sommes pas le Conseil galactique. Nous sommes des agriculteurs, des ouvriers, des gens qui savent ce que c'est que de lutter. Nous voyons un groupe de réfugiés qui ont besoin d'aide. Nous leur apportons notre aide. C'est comme ça qu'on fonctionne ici, à la frontière. » Elle marqua une pause, puis ajouta « J'ai contacté le commandement terrestre. Ils enverront des représentants. Mais je peux vous dire tout de suite que personne ici ne vous refusera l'accès. » La lumière de Sératine pulsa d'un doux or pour la première fois depuis 1 an. L'or était la couleur de la joie et de la gratitude. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous nous avez donné bien plus que de l'aide. Vous nous avez donné de l'espoir. » Cette nuit-là, les enfants Vaélites brillèrent de sein doucement, endormis, sains et saufs, et rassasiés. Les adultes restaient vigilants, mais pour la première fois depuis des mois, ils ne guettaient pas le danger. Ils observaient les humains qui circulaient dans le camp, s'assurant du bien-être des gens, apportant des provisions, demandant si quelqu'un avait besoin de quelque chose. Sératine était assise près de Keeravan et tenait la main de l'enfant endormi. « On les a trouvés, mon petit, » murmura-t-elle. « Nous avons trouvé les humains. Peut-être avons-nous trouvé plus qu'un simple lieu où atterrir. Peut-être avons-nous trouvé un foyer. Au matin, tout changerait à nouveau. Mais ce soir-là, il y avait de la nourriture, la sécurité et de la bienveillance. Pour des réfugiés qui n'avaient non connu que la perte et l'exil, c'était tout. 3 semaines s'écoulèrent sur ce monde que les humains appelaient Nouvelle Saskatchewan. Le Valette commença à guérir. Leur lumière s'intensifiait de jour en jour. Les enfants riaient à nouveau, leur lueur changeant de couleur joyeuse tandis qu'ils jouaient. C'était quelque chose que Saratine avait craint de ne plus jamais revoir. Les humains leur construisaient des abris permanents. Non pas des camps ou des zones de transit, mais de véritables maisons. Marcus Cole, le fermier dont ils avaient ravagé les champs, supervisait lui-même la construction. Il travaillait aux côtés d'adultes vélites assez forts pour l'aider. « Tu nous donnes tellement, » lui dit Sératine un après-midi. « Nous n'avons rien pour te remercier. » Marcus essuya la sueur de son front et haussa les épaules. « Tu pourras travailler au champ quand tu seras guéri. Ces récoltes ne poussent pas toutes seules. D'ailleurs, ma fille aime jouer avec tes enfants. C'est une récompense suffisante. » C'était vrai. Emma, la fille de Marcus, s'était liée d'amitié avec Keeravan malgré la barrière de la langue. Elle communiquait par gestes et par rire. Saratine les regardait jouer à se poursuivre dans le village, et son cœur se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Mais les Vaélites avaient des dons à offrir que les humains n'avaient pas anticipés. Un matin, Saratine traversa les champs avec Marcus et plusieurs autres fermiers. Elle toucha la terre et ferma les yeux. « Les plantes ici souffrent, » dit-elle. « Elles ont besoin de plus d'eau à cet endroit, mais de moins là. La composition du sol est inadaptée.
Il faut ajouter ces minéraux. Marcus la fixa du regard. Comment est-ce possible de le savoir? Nous sommes empathiques, expliqua Saratin. Nous ressentons les émotions des êtres vivants. Les plantes aussi ont des sentiments à leur manière. Elles nous disent ce dont elles ont besoin. Les humains mirent ces suggestions à l'épreuve. En quelques jours, les récoltes s'améliorèrent considérablement. Les plantes poussaient plus vite et étaient plus vigoureuses. Marcus, debout dans son champ, contemplait des légumes 2 fois plus gros que la normale, et Rite, incrédule. « Vous allez révolutionner notre agriculture, dit-il. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Nous pourrions nourrir 2 fois plus de personnes avec la même surface. » Le docteur Park était fasciné par la biologie des vélites. Il passa des heures à discuter avec le docteur Mirasol, apprenant tout sur leur espèce. La bioluminescence n'était pas qu'un simple effet de mode, découvrit-il. Elle faisait partie intégrante de leur système immunitaire, de leur communication, de leur mode de vie. Quand Avélith s'est éteint, c'est que son corps lâchait prise. Votre peuple a failli mourir, dit-il à Saratine. Une semaine de plus sans soins appropriés, et nous aurions perdu des dizaines d'entre vous, peut-être plus. La lumière de Saratine vacilla, teintée de bleu, sous l'effet de la douleur du souvenir. Nous le savons. Nous nous sentions nous éteindre. C'est pourquoi nous avons pris le risque d'atterrir ici. Nous n'avions pas le choix. Un jour, la commandante Vasquez convoqua Saratine dans son bureau. Son visage était grave. Nous avons reçu un message du commandement terrestre. La situation évolue. Saratine sentit son anxiété palpable. Quelle est cette situation? Le Conseil galactique a découvert où vous vous trouvez. Ils envoient des vaisseaux pour vous récupérer. Nous récupérer? La voix de Saratine tremblait. Nous ne sommes pas des objets. Nous sommes des êtres humains. Je le sais, vous le savez. Mais le Conseil voit les choses autrement. Ils prétendent que vous avez fui à bord de navires immatriculés auprès du Conseil. Ils vous traitent de voleurs. Ils exigent votre retour pour que justice soit faite. Saratine s'assit lourdement. S'ils nous ramènent, nous serons emprisonnés. Pire encore, ils nous enverront sur une lune déserte pour y mourir lentement. Le Conseil ne nous rendra pas justice. Vasquez se pencha en avant. Cela n'arrivera pas. Notre décision est prise. Vous êtes désormais sous protection humaine. Personne ne vous emmènera nulle part. Mais vous êtes si peu nombreux, protesta Saratine. Les humains ne font pas partie du Conseil. Vous n'avez aucune autorité en vertu du droit galactique. Ils vous écraseront si vous vous mettez en travers de leur chemin. Peut-être, dit Vasquez avec un sourire crispé. Mais il faudra d'abord essayer. La Terre envoie l'amiral Okoye avec une flotte. Ils seront là dans 4 jours. D'ici là, nous tenons bon. La nouvelle se répandit rapidement dans la colonie humaine. Certains eurent peur, ont peur. D'autres eurent peur. D'autres encore eurent peur. Certains furent en colère. La plupart furent déterminés. Ce soir-là, les colons tinrent une réunion dans le hall principal. Saratine fut invitée. Marcus prit la parole le premier. « Je voudrais dire quelque chose. Ces Vaélis ont envahi mon champ, anéantissant 3 mois de travail. J'étais furieux. Je voulais qu'ils partent. » Il marqua une pause et regarda Kirivin, assise auprès d'Emma. Et puis j'ai vu cette petite fille s'effondrer. J'ai vu le visage de sa mère. Je me suis souvenu de ce que c'est que d'avoir peur pour son enfant. Et j'ai compris que la colère n'a aucune importance. La peur n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est juste. Il regarda les autres colons. Ces gens ont besoin de notre aide. Et je dis qu'il faut la leur apporter quoi qu'il arrive. Un autre fermier se leva. Le Conseil est puissant. Si nous leur désobéissons, nous risquons de tout perdre. Nous sommes venus ici, à la frontière, pour bâtir un monde meilleur, a déclaré une femme. Si nous refusons d'aider ceux qui en ont besoin par simple peur, que construisons-nous? Quel genre de personnes sommes-nous? Le débat s'est prolongé pendant des heures. Finalement, le vote a eu lieu. Le résultat était sans appel. Les colons votèrent pour protéger les Veillettes, même si cela impliquait un conflit avec le Conseil. Saratine, les joues baignées de larmes, leur demanda « Pourquoi ? Vous nous connaissez à peine.
Pourquoi prendre un tel risque? Un vieux colon aux cheveux gris répondit: Parce que jadis, mes ancêtres étaient eux aussi des réfugiés. Ils ont fui la guerre et la famine et ont trouvé refuge. Je ne suis ici que parce que quelqu'un, quelque part, a décidé qu'aider des inconnus était la chose juste à faire. À présent, c'est à notre tour. 4 jours plus tard, les vaisseaux du Conseil arrivèrent. 6 immenses vaisseaux sortirent de l'hyperespace et se mirent en orbite. C'étaient des vaisseaux de guerre conçus pour intimider et détruire. Les petits satellites de défense humains paraissaient insignifiants à côté d'eux. Mais entre les vaisseaux du Conseil et la planète, une nouvelle flotte apparut. 12 vaisseaux de guerre humains se matérialisèrent, leurs armes chargées et prêtes à faire feu. Ils n'étaient pas aussi imposants que les vaisseaux du Conseil, mais ils étaient redoutables et déterminés. Le visage de l'amiral David Okoye s'afficha sur tous les écrans de la colonie. C'était un homme de grande taille, à la peau sombre et aux yeux marqués par la guerre, mais sa voix était assurée et forte. Ici l'amiral Okoye de la flotte de défense terrestre. Je suis ici pour informer le Conseil galactique que les réfugiés Veillet sont sous protection humaine. Ils ne seront ni déplacés ni maltraités. Ce n'est pas négociable, répondit un représentant du Conseil. Son visage empreint d'arrogance apparut sur les écrans. Vous êtes une jeune espèce à peine assez avancée pour quitter votre propre système. Vous osez défier le Conseil? Nous détruirons vos vaisseaux et reprendrons ce qui nous appartient. Ils ne vous appartiennent pas, dit Okoye d'une voix calme. Ce sont des êtres humains, et si vous les voulez, vous devrez d'abord nous affronter. L'impasse commença. Pendant 2 jours, les flottes se firent face dans un silence tendu. Les armes furent chargées, les boucliers levés. Une erreur, un doigt hésitant sur la détente, et la guerre éclaterait. Dans le village en contrebas, humains et Valette attendaient ensemble. Ils étaient devenus plus que des réfugiés et des hôtes. Ils étaient devenus voisins, amis et alliés. Les vaisseaux du Conseil planaient dans le ciel, tels une menace persistante. Le 3e jour de l'impasse, une navette descendit du plus grand vaisseau. À son bord se trouvait l'ambassadeur Téchar, un être qui avait servi le Conseil pendant 500 ans. Il était ancien, puissant et absolument certain de son autorité. Le commandant Vasquez l'attendait sur la plateforme d'atterrissage, escorté par des gardes armés. Sératine se tenait à ses côtés, bien que son instinct lui criât de fuir et de se cacher. Sa lumière pulsait d'un violet profond, couleur mêlée de peur et de détermination. Téchir les regarda tous deux avec dédain. Cette rébellion est vaine. Les Veilith sont des exilés. Ils n'ont aucun droit selon la loi galactique. Vous abritez des criminels. Ce sont des réfugiés qui n'ont rien fait de mal, si ce n'est refuser de quitter leur foyer, a déclaré Vasquez. Ce n'est pas un crime. Cela le devient lorsque le Conseil le décrète, a rétorqué Tekara. Vous êtes une espèce primitive. Vous ne comprenez pas le fonctionnement de la civilisation galactique. L'ordre doit être maintenu. Les décisions doivent être appliquées. Si chaque espèce pouvait simplement refuser nos décrets, ce serait le chaos. Saratine parla d'une voix tremblante mais claire. Nous avons imploré votre pitié. Nous avons proposé des compromis. Nous avons seulement demandé à conserver une petite partie de notre monde. Vous ne nous avez offert que l'exil et la souffrance. Tekara la foudroya du regard. Votre monde recèle des ressources dont la galaxie a besoin. Vos sentiments ne changent rien à l'économie. Maintenant, vous venez avec moi ou nous vous emmènerons de force? Non. La parole leur parvint derrière eux. Kiravan s'avança, le visage déterminé. Emma marchait à ses côtés, lui tenant la main. « Vous ne l'emmènerez pas, dit Emma. C'est mon ami. » Tekara éclata d'un rire cristallin. « Des enfants? C'est touchant. » « Écarte-toi, enfant humaine, ou on t'écartera. » Il tendit la main vers Kiravan. La lumière de la fillette vacilla, rougeoyante de terreur. Elle poussa un cri et recula en titubant. C'est alors que le poing de Marcus Cole s'abattit sur le visage de Téchar. L'ambassadeur s'écroula, plus sous le choc que blessé. Il porta la main à son visage, sentant le sang. « Tu oses frapper un ambassadeur du Conseil. »
J'ose protéger un enfant, rétorqua Marcus. Vous voulez l'apprendre? Vous devrez d'abord me passer sur le corps. D'autres colons s'avancèrent, formant un rempart entre Téchard et les Veillettes. C'étaient des fermiers, des ingénieurs et des enseignants. Ils n'avaient aucune formation militaire, mais ils restèrent mode ferme. Tekara se leva, les yeux emplis d'une rage froide. Vous avez fait un excellent choix en matière de guerre. Quand mes vaisseaux réduiront ce campement en cendres, souvenez-vous que vous l'avez bien cherché. Il retourna à sa navette. Moins d'une heure plus tard, les vaisseaux du Conseil mirent leurs armes en marche. La flotte humaine se mit en route pour intercepter l'attaque. L'amiral Okoye diffusa un dernier message. « Peuple de la Terre, peuple de la galaxie, écoutez-moi. On nous ordonne de livrer ces réfugiés. On nous dit que la loi galactique l'exige. On nous dit que nous sommes trop petits, trop jeunes, trop insignifiants pour compter. » Sa voix se fit plus forte. Mais nous avons croisé le regard des Vaillettes. Nous avons vu leurs enfants rire et jouer. Nous avons vu leur gratitude pour un simple geste de bonté. Nous avons appris qu'ils ont été exilés pour avoir trop aimé leur foyer. Et nous disons non, ni ici, ni maintenant, ni jamais. L'humanité est peut-être jeune, nous sommes peut-être peu nombreux, mais nous n'oublions pas ce que c'est que l'impuissance. Nous n'oublions pas l'oppression, l'exil et la souffrance. Notre histoire est jalonnée de figures qui ont osé s'élever contre le danger, qui ont protégé les faibles au prix de sacrifices, qui ont dit non quand tous les autres disaient oui. Voici donc notre réponse au Conseil. Les Veillettes sont sous notre protection. Plus une larme ne sera versée à cause de vous. Plus un enfant ne sera arraché à son foyer. Plus une larme ne sera versée à cause de vous. Plus un enfant ne sera arraché à son foyer. Plus un innocent ne sera exilé dans les ténèbres. Telle est notre promesse, et l'humanité tient ses promesses. Si vous les désirez, vous devrez d'abord passer par nous. Un silence pesant s'installa dans le vide spatial. Puis, lentement, les vaisseaux du Conseil commencèrent à se retirer. Leurs armes s'éteignirent. Leurs boucliers s'abaissirent. La voix du char résonna sur le canal de communication, tendu par B. Une fureur à peine contenue. Le Conseil n'oubliera pas cet affront. Vous vous êtes fait un ennemi aujourd'hui. Nous avons fait un choix aujourd'hui, répondit Okoya, et nous le referions. La flotte du Conseil se retira. Ils quittèrent le système, leurs menaces vaines, leur autorité contestée pour la première fois depuis des siècles. Sur New Saskatchewan, les colons exultèrent. Le Veillet brillait d'un or éclatant, d'une lumière si vive qu'on pouvait la voir depuis l'espace. Saratine retrouva Okoye après son atterrissage. Elle s'agenouilla devant lui, rayonnante de gratitude et de joie. « Tu as tout risqué pour nous, ta flotte, ton monde, ton avenir. » Pourquoi Okoye l'aida-t-il à se relever? Parce que quelqu'un le doit. Parce que si nous ne défendons pas ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes, que sommes-nous? Un empire de plus qui s'empare de ce qu'il veut et appelle ça la civilisation? Il contempla le campement où des enfants humains et Valette jouaient ensemble. Ma grand-mère était autrefois une réfugiée. Elle a fui la guerre dans son pays, n'emportant que les vêtements qu'elle portait. Un inconnu l'a recueillie, lui a offert à manger et un abri, sans rien demander en retour. La bonté de cet inconnu lui a sauvé la vie. Elle me disait souvent, « David, n'oublie jamais que chaque personne que tu rencontres porte un lourd fardeau et que parfois, le plus beau cadeau que tu puisses faire est de l'aider à le porter un instant. » Les Valettes portaient quelque chose de trop lourd, alors nous les avons aidés. C'est aussi simple que cela. Ce soir-là, les humains fêtèrent un tel événement. Ils jouèrent de la musique et partagèrent un repas. Les Veillettes chantaient en harmonie si pure que l'air vibrait. Leur voix touchait en les cœurs au plus profond d'eux-mêmes, et ils y déversaient toute leur gratitude et leur joie. Kirovan était assis entre Emma et Sarah Chen, une pilote humaine qui s'était particulièrement intéressée aux jeunes Veillettes. « Les méchants vont-ils revenir ?» demanda Kirovan. Sarah lui passa un bras autour des épaules. « Peut-être, mais s'ils reviennent, nous serons là. On protège nos amis. C'est ce que fait une famille. »
Sommes-nous une famille? La lumière de Kirovan pulsa d'un verre plein d'espoir. Sarah sourit. Oui, ma petite, je crois bien. Marcus Cole, mince, se tenait près de Sarah, observant la célébration. Votre peuple a un don avec les plantes. Mes récoltes n'ont jamais été aussi belles. Si vous êtes prête à rester, votre aide nous serait précieuse. Définitivement, en quelque sorte. Comme partenaire, pas comme invité. La lumière de Sarathine scintillait à travers chaque nuance de joie. Ce serait un honneur pour nous. Nous avons erré si longtemps. Ce serait bon d'avoir à nouveau un foyer. Alors bienvenue chez vous, dit simplement Marcus. En orbite au-dessus d'eux, l'amiral Okoye se tenait sur la C, passerelle de son vaisseau amiral, et contemplait les lumières de la fête en contrebas. Son second s'approcha. « Monsieur, pensez-vous que le Conseil ripostera ?» Okoye réfléchit. « Peut-être, peut-être pas. Mais aujourd'hui, nous avons montré à la galaxie quelque chose d'important. Nous leur avons montré qu'il n'est pas nécessaire d'être grand pour être courageux. Il n'est pas nécessaire d'être fort pour faire ce qui est juste. Et surtout, nous leur avons montré que l'humanité ne détournera pas le regard face à la souffrance. » Il esquissa un sourire. Le Conseil a longtemps régné en maître sur cette galaxie. Ils ont oublié ce que c'est que d'être contestés. Nous venons de le leur rappeler. Et je crois que d'autres espèces observaient. D'autres petites espèces opprimées et ignorées. Elles ont vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Cela pourrait bien être plus important que n'importe quelle flotte. En contrebas, les festivités se prolongèrent dans l'Achinchin dans la nuit. Pour la première fois depuis un an, les Valeth dormirent là sans crainte. Ils avaient trouvé bien plus qu'un refuge. Ils avaient trouvé des gens fidèles à leurs promesses. Ils avaient retrouvé l'humanité. 5 années s'écoulèrent de tout comme un rêve après un cauchemar. La nouvelle Saskatchewan devint un lieu unique dans la galaxie. Un monde où 2 espèces vivaient non seulement ensemble, mais au sein d'une même communauté. Les Valeth ne résidaient plus dans un village isolé. Leurs foyers étaient disséminés dans toute la colonie, voisins d'humains qui leur avaient autrefois été étrangers. Kiravan se tenait dans le cockpit d'un petit vaisseau spatial, les mains fermement posées sur les commandes. Elle avait 13 ans, grande pour son âge, et sa bioluminescence était intense et rayonnante. À ses côtés, Sarah Chen observait, partagée entre fierté et nervosité. « N'oublie pas, » dit Sarah d'une main posée sur la manette des gaz. « Ce vaisseau est doté de technologies humaines et vélitiques. Il réagit aussi bien aux commandes manuelles qu'aux sollicitations émotionnelles. Tu dois rester calme. »« Je suis calme, » répondit Kirovin. Son voyant était d'un vert stable, couleur de la concentration et de la confiance. « Je m'entraîne depuis 2 ans. »« Je peux le faire. Alors montrez-moi, » dit Sarah avec un sourire. « Emmenez-la. » Le vaisseau s'éleva doucement dans le ciel. Le pilotage de Kiravan était délicat mais sûr. Elle survola la colonie, virant et s'inclinant avec une grâce naturelle. En contrebas, les champs s'étendaient un temps rangés impeccables, légèrement baignés par le soleil de l'après-midi. Les récoltes qui y poussaient nourrissaient désormais 3 colonies humaines, grâce au savoir-faire agricole des Valeth, allié à l'ingénierie humaine. Sarah observait le jeune pilote avec fierté. « Tu es meilleur que je ne l'étais, à ton âge, et c'est dire, car j'étais plutôt doué. » Kirovan rit, sa lumière, vibrant d'un jaune joyeux. « Tu m'as tout appris, bien sûr que je suis doué. » Ils atterrirent en douceur au spatioport. Tandis qu'ils sortaient, Sarathine s'approcha. Elle avait grandi. Sa lumière, teintée d'argent, filtrait à travers elle. Mais elle se tenait droite et fière, arborant l'écharpe d'ambassadrice culturelle. Elle consacrait désormais son temps à enseigner aux humains les coutumes vaélites et à aider les nouveaux réfugiés arrivés sur les mondes humains, car il y en avait d'autres maintenant. La nouvelle de ce qui s'était passé à Nouvelle-Saskatchewan s'était répandue à travers la galaxie. D'autres petites espèces, d'autres exilés,
d'autres peuples sans refuge commencèrent à chercher refuge dans l'espace humain. Ils étaient en quête de l'espèce qui avait juré de ne plus jamais verser une larme. La Terre avait répondu en créant la flotte sanctuaire. Ce n'était pas une force militaire, bien qu'elle puisse se défendre. C'était une force de sauvetage, une force de protection, une promesse tenue. 15 espèces différentes vivaient désormais sous la protection humaine sur une douzaine de mondes. Le Conseil a demandé une nouvelle réunion, annonça Saratan à Sarah et Kiravan. Cette fois, ils veulent dialoguer, pas menacer. Sarah haussa un sourcil. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? C'est nous, répondit simplement Saratan, les humains et les Valettes réunis. Nous leur avons montré une autre voie, et maintenant, ils perdent des espèces membres. Les mondes plus petits se demandent pourquoi le Conseil ne protège pas les réfugiés, contrairement aux humains. Pourquoi le Conseil ne fait que prendre sans jamais donner? La galaxie est en pleine mutation. Ils ont parcouru ensemble la colonie. Des enfants humains et des enfants vélites jouaient dans les rues. Un aîné vélite enseignait à une classe d'humains les techniques agricoles empathiques. Un ingénieur humain travaillait avec un scientifique vélitique à l'amélioration de leur intégration biotechnologique. C'était fluide, naturel, comme si cela avait toujours été ainsi. Emma les a trouvés près de la place centrale. Elle avait maintenant 18 ans et étudiait la xénobiologie comme le Dr Park. Elle et Kirivan avaient grandi ensemble, plus proches que des sœurs. Tu as entendu? Ils inaugurent le monument aujourd'hui. Ils se dirigèrent Nathan vers le centre-ville, où une foule s'était rassemblée. Le monument était recouvert d'un grand drap. Marcus Cole, désormais chef élu de la colonie, se tenait aux côtés de l'amiral Okoye, venu en personne pour l'inauguration. Marcus prit la parole le premier, sa voix portant sur toute la place. Il y a 5 ans, des réfugiés sont tombés du ciel et se sont écrasés dans mon champ. J'étais en colère. Je voulais qu'ils partent. Puis j'ai vu un enfant mourir, et je me suis souvenu de ce que signifie être humain. C'est aider quand on a besoin d'aide. C'est se lever quand les autres sont opprimés. C'est tenir ses promesses, même quand c'est difficile. Il a retiré le tissu. Le monument était magnifique, fait de cristal de vélite et d'acier humain entrelacés. Le cristal luisait doucement, réagissant aux émotions de chacun. Sur son socle étaient gravés ces mots. Plus une larme, promesse de l'humanité, première année de refuge. L'amiral Okoye prit ensuite la parole. Il avait vieilli, certes, mais son regard restait perçant. Il y a 5 ans, nous avons fait un choix. Nous avons choisi la compassion plutôt que la facilité. Nous avons choisi la justice plutôt que le profit. Nous avons choisi de nous ranger du côté des faibles contre les puissants. Ce choix nous a définis. Il observa la foule hétéroclite. Le Conseil galactique souhaite maintenant dialoguer. Il veut que la Terre le rejoigne et prenne place à sa table. Nous écouterons, mais nous ne nous joindrons à lui que si nous pouvons apporter le changement. Un véritable changement. Protection des réfugiés, droit des espèces plus petites, fin de l'exil et des déplacements forcés. Le Conseil pensait que nous étions trop jeunes pour compter, trop faibles pour les défier. Il se trompait. Non pas parce que nous étions forts, mais parce que nous avons osé nous lever quand les autres se taisaient. Et cela a tout changé. La foule a applaudi. Sératine s'est avancée et a pris la parole. Sa voix s'éleva pour que tous l'entendent. Mon peuple mourait. Nous étions seuls dans les ténèbres, abandonnés par la galaxie. Puis nous avons trouvé l'humanité. Non pas des êtres parfaits, non pas des sauveurs sortis d'un mythe, mais des êtres qui se souciaient des autres quand la compassion était la plus essentielle. Sa lumière pulsa à travers chaque couleur. L'or pour la joie, le vert pour l'espoir, le bleu pour les chagrins passés, et enfin le blanc, couleur de la paix et de la gratitude. Les humains nous ont appris que la force n'est pas une question de puissance, mais de courage. Le courage d'aider malgré le danger. Le courage de tenir bon malgré le sacrifice.
le courage de tenir ses promesses quand il ne nous reste que ça. D'une main lumineuse, elle effleura le monument. Ce monument dit « Plus une larme ». Voilà la promesse de l'humanité. Elle nous a été faite au moment où nous en avions le plus besoin. Aujourd'hui, nous perpétuons cette promesse. Nous aidons les humains à protéger ceux qui ont besoin de protection. Nous restons unis, car c'est ce que fait une famille. Keeravan et Emma se tenaient côte à côte, observant la scène. « Te souviens-tu d'avoir atterri ici ?» demanda Emma. « Je me souviens d'avoir eu peur », répondit Keeravan d'une voix douce. « Je me souviens que ma lumière s'est éteinte. Je me souviens avoir pensé que j'allais mourir. Puis je me suis réveillé et ton père était là, avec de la nourriture et des couvertures. Tu me tenais la main. Je me souviens avoir pensé que l'univers n'était peut-être pas aussi cruel que je le croyais. Je me souviens de mon père rentrant ce soir-là, dit Emma. Il m'a fait asseoir et m'a parlé de ces extraterrestres qui s'étaient écrasés dans son champ. Il a dit qu'il était en colère, mais qu'en te voyant t'effondrer, il n'avait plus pu l'être. Il a dit que tu lui faisais penser à moi. Il a dit que c'est à ce moment-là qu'il a su ce qu'il devait faire. Elle a souri. Papa dit que ce jour-là l'a transformé. Il dit qu'il a cessé de penser à ce qu'il avait perdu et qu'il a commencé à penser à ce qu'il pouvait donner. C'est ce que les Veillettes nous ont donné aussi, tu sais. Tu nous as rappelé pourquoi nous sommes venus ici, à la frontière. Non pas pour prendre, mais pour bâtir quelque chose de meilleur. Ce soir-là, Saratine était assis avec le docteur Park sur une colline surplombant la colonie. Le soleil se couchait, embrasant le ciel de couleurs éclatantes. En contrebas, des milliers de fenêtres s'illuminaient, humains et valettes vivant côte à côte. « Penses-tu que cela durera ?» demanda Saratin. « Cette paix, cette coopération ?» Le docteur Park réfléchit à la question. « Je pense qu'il y aura des défis. Les humains et les valettes ne sont pas parfaits. Nous commettrons des erreurs. Il y aura des désaccords. Mais je crois que ce que nous avons construit ici est plus fort que les désaccords. Nous avons bâti la confiance, et c'est rare dans la galaxie. » Il désigna Keeravan et Emma qui marchaient ensemble dans la rue. « Et regardez-les. Ils ont grandi ensemble. Pour eux, c'est normal. Humains et valettes vivant ensemble, travaillant ensemble, formant une famille. Ils sont l'avenir, et leur avenir est meilleur que tout ce que le Conseil a jamais construit. » La lumière de Saratine pulsait d'une douce paix blanche. Nous étions exilés et seuls. Nous pensions avoir tout perdu. Puis nous avons découvert l'humanité, et en elle, bien plus qu'un refuge. Nous avons trouvé l'espoir d'un avenir meilleur pour la galaxie. Nous avons trouvé la preuve que la compassion n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Elle resta debout, le regard fixé sur le monument au loin, qui scintillait dans la pénombre. Plus une larme. C'est ce qu'ils nous avaient promis. Et en 5 ans, ils ont tenu parole. Non seulement pour nous, mais aussi pour 15 autres espèces. Des milliers de réfugiés qui ont désormais un foyer, une famille, un avenir. Le Conseil se prend pour le maître de la galaxie, déclara le docteur Park. Mais il règne par la peur et la force. Les humains montrent à la galaxie autre chose. Nous leur prouvons qu'on peut gouverner par la compassion et la coopération, et chaque jour, de plus en plus d'espèces nous écoutent. À la tombée de la nuit, la colonie s'illumina d'une lumière mêlée à la bioluminescence des Vélites, créant un spectacle magnifique et inédit. Des vaisseaux passaient au-dessus de nos têtes, des équipages, humains et Vaélith travaillant de concert, partant à la recherche de réfugiés, pour tenir leurs promesses et répandre le message que plus personne ne serait seul. Sur la place du village, des enfants jouaient autour du monument. Ils ne voyaient pas d'autres espèces. Ils voyaient des amis, des voisins, leur famille. Ils avaient grandi dans un monde où protéger les autres était naturel, où tenir ses promesses était essentiel, où la compassion était une force. Ils représentaient l'avenir, et cet avenir s'annonçait radieux.